Allez, vas-y, réveille-toi. Tu vas encore passer des heures à m'emmerder avec ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Bien. Arrête de te marrer, je t'ai survécu, petit merdeux. Oh, putain de merde! Saloperie! Edencast.fr présente. Bonjour et bienvenue dans notre série Au cœur du doublage. Pour ce 7e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Joly, un comédien dont le jeu et la voix inspirent indubitablement le respect. Au cœur du doublage, une série animée par Kevin avec des comédiens hors du commun. Bonjour Hervé. Bonjour, Kevin. C'est une voix quand même qu'on connaît bien dans le milieu audiovisuel, on va dire. Alors, je pense que tu vas me contredire si je te dis ça. Bah non, depuis le temps que j'en vends, si on ne me connaissait pas, ça serait dommage, hein, parce que il y en a qui me disent qu'on m'entend trop. C'est vrai ? Ah oui, on a plein qui- Oh. on m'entend trop. Ben, j'ai dit, c'est pas moi, c'est un mec qui m'imite. Ouais. Voilà. Et non, mais depuis le temps, comme j'ai fait des feuilletons qui repassent sans arrêt, par exemple Barnaby, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Sur D8, c'est un robinet ouvert maintenant, c'est toute la journée. Alors les gens se lassent un peu, hein. Ils disent, on m'entend trop, ce qui est normal. Moi, la Et première ils fois ne où... sont pas obligés de regarder non plus. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai. Je ne renie rien, Non, chacun ses goûts après. c'était agréable à faire, mais je m'en souviens même plus. C'est-à-dire que c'est drôle que tu m'en parles parce que c'est vieux, c'est très vieux. Ouais, c'est quoi, c'est un avion ça ? Oui, c'est un avion. Saloperie d'avion. Putain, Je veux le descendre. j'espère qu'ils Ah vont non, mettre c'est un hélicoptère en fait. Tu veux le descendre ? Oui. Première question. Oui. Comment est-ce que tu es devenu comédien ? Bah, un jour, j'ai vu à la télévision Rintintin. C'est Je vrai ? me suis dit, si un clébard le fait, je peux le faire. C'est vrai. C'est pas de moi, c'est de Mitchum, Robert Mitchum. Mais la vraie. La vraie, ben, c'est la vraie, c'est ça aussi. Hein. Bon, j'avais pas vu Rintintin, mais je me suis dit que j'étais capable de le faire. Et puis, pourquoi ? C'était pour embrasser de jolies filles et enfin, faire plein de pognon. Et- C'est des... Ouais. Non, et après, l'envie de dire des textes intéressants vient avec tu vois, j'ai pris des cours, j'ai présenté le conservatoire, et puis ça a commencé à m'intéresser vraiment. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de télé. À l'époque où c'était beaucoup plus facile, il y avait que 2 chaînes, même quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'une. Et puis, il y avait un endroit où tout se passait, t'étais pas, tu vois. Il y avait ce qu'on appelait le couloir de la honte, parce que les gens quémandaient des rôles comme on quémandait un quignon de pain, enfin pour les plus malheureux. Et donc, c'était au but de Chaumont, c'était drôle. Puis j'avais quoi, je sortais du service militaire, j'avais 23 ans. Hein. Ah oui. J'ai commencé à faire de la télé, voilà. Et puis, De fil en aiguille. j'en ai fait pas mal, hein. J'en faisais 2, 3 par an à l'époque. Ouais. Dont les plus connus, c'était les Brigades du Tigre. Ce que j'ai fait en votre âme et conscience, mais t'es trop jeune pour connaître ça. C'était des procès. Plein. Enfin bon, plein. Oui, pas mal de télé, quoi. Je te dis, c'était plus facile. Très peu de théâtre, parce que le théâtre, c'était trop prenant. Pour moi, il fallait aller aux répétitions, ça me faisait chier. C'était pas mon truc, quoi. Bon. Et puis surtout, c'était voyager, quoi. Alors dès que j'avais un peu de fric, je me tirais. Et j'ai pas mal voyagé avec l'argent que je gagnais, mais c'était pas un bon truc pour faire une carrière entre guillemets. Quoi.
Et je savais pas quoi faire d'autre, surtout aussi, tu sais. Parce que mes études, c'était jusqu'au bac, c'est tout, quoi. Bac -12, dirait l'autre, tu vois, non. C'était pas des études brillantes, hein. Ouais. Donc, mais j'aimais les textes. J'aimais les textes, oui, ça, c'est vrai. Ouais, donc Je lis, t'as été séduit par les textes quand même, alors. je lis beaucoup. Ah, on a un point commun. Je suis le premier surpris, en tant qu'ancien élève plutôt réservé de l'université de Central City, de me retrouver devant vous en ce jour pour recevoir le prix de l'homme de l'année. Même si je ne peux qu'apprécier cette distinction, je suis encore plus fier de savoir que mes travaux dans le domaine de la greffe d'organes offrent à énormément de gens une seconde chance dans la vie. Merci à tous d'avoir répondu présent. Et de fil en aiguille, tu es arrivé au doublage, alors. Ah ben, le doublage aussi, parce que je te dis, comme je partais souvent, je me suis dit comment faire du fric pour mes voyages. Donc, j'ai pris la filière doublage et comme ça a pas mal marché, la filière doublage t'accapare beaucoup. Alors, t'as plus le temps de faire grand-chose, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a fait t'intéresser au doublage ou Non, je te dis, c'était le fait que je pouvais le faire, que je me sentais capable de le faire et que ça m'intéressait, quoi, que c'était bien. Et en plus, tu endosses des rôles tellement différents et que tu pourrais pas avoir aussi dans une carrière, ne serait-ce que, tu vois, tous les rôles que tu peux faire, c'est très intéressant aussi. On parle souvent d'éthique dans pas mal de métiers, tu vois, que ce soit. Enfin, est-ce qu'il y a une éthique dans le milieu du doublage? Entre comédiens, Ouais. oui, il y en a une qui est. Gibbs, il a des règles, lui, alors est-ce que vous avez des règles? Oui, mais non, non, quand même pas, parce que ce serait un peu sévère, hein. On n'est pas à l'armée ici, hein. Non. Non, quand même pas. Non, mais oui, mais que te dire, parce que personne ne les respecte, les règles en question, s'il y en a. Non, l'éthique, c'est, je te dis, si un comédien a l'habitude de faire la voix d'un comédien, tu vois, et si on lui pique ça, il n'est pas content, quoi. Tu vois, si tout à coup. Ça se fait pas, quoi. Je sais pas, Marc Harmon, par exemple, si demain je savais que quelqu'un d'autre le faisait, bah, je me dirais, bon, ben, c'est que quelqu'un ne m'a pas aimé, et puis, tu vois. Mais en général, les gens préviennent. Si tu es tellement marqué par un personnage, ou tu vois, si tu suis depuis longtemps, le gars qui est appelé pour faire ça, il t'appelle en disant on m'a appelé pour te remplacer, ou je sais pas, tu vois. Bon, il y a ça, cette règle-là, alors il refuse, il dit non, c'est un tel qui le fait. Bah, par exemple, j'étais très étonné parce que je suis ami avec lui, mais pas au point de Guy Chapelier qui m'a appelé un jour. Tu connais Guy Chapelier? Ouais, je le connais. Et il m'a appelé en me disant on m'a fait faire des essais sur un personnage que tu as doublé, sur un mec que tu as déjà doublé. J'ai dit non, j'ai refusé. Je dis écoute, ça, c'est très très gentil de ta part, mais en plus c'était pas un personnage que je faisais depuis tard. Si, je crois que c'était le mec que je faisais dans 24 heures. Ah oui, Bill Buchanan. Buchanan, ouais. Et Guy a pas voulu faire les essais sur cet acteur-là. Et il m'a prévenu. Et c'est pas pour ça que je l'ai fait, en plus, hein. Mais bon, il n'avait pas. C'est tu sympa. vois. C'est sympa. Ben oui. Ah oui, je lui ai dit merci. D'autant plus que je te dis que c'est pas un copain, quoi. C'est un ami, mais surtout une relation de travail, hein. Et donc j'ai été. Tu vois, bon, tu parlais d'éthique, il y en a qui ont cette éthique-là. Est-ce qu'il y a un rôle que tu considères comme étant ton premier grand rôle? Bah, c'était dans une série. Bah, le gars que j'ai doublé après dans Barnaby, une série qui s'appelait Bergerac, qui se passait à Jersey. C'était un flic anglais, donc de Jersey. Et c'est la première fois que j'avais un grand rôle, quoi, où je pouvais faire quelque chose, quoi. Et surtout que le directeur de la boîte de synchro ne voulait pas de moi parce qu'il disait mais non, il n'a jamais rien fait d'important, etc. Et le directeur artistique a dit mais si, il peut le faire, voilà. Alors donc j'ai été en plus flatté finalement qu'il ait cédé et qu'il fallait que je sois à la hauteur, quoi. Donc voilà, il y avait un enjeu là. Sinon, il y avait un super enjeu, ouais. Ben oui, parce que c'était sur de longue haleine en plus. C'était sur combien d'années?
Et puis ça a continué après, des années après, sur Barnaby, c'était le même acteur. Et au début, il a fallu que tu fasses tes preuves et tout. Ah bah oui, il fallait être à la hauteur de la confiance qu'on me donnait. Tiens, Donc, on en profite pour... tiens, est-ce que tu peux nous citer quelques grands comédiens que tu as doublés en version française, comme ça, parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas. le plus grand, c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood, Oui. avec Jugé coupable en premier, Le jugé coupable, c'est le premier, oui. en 99. C'était un petit film, policier bien gentil, c'était pas mal. Ouais, il est sympa. Ouais, T'as aussi doublé Jack Coleman aussi dans Heroes, oui, il paraît qu'il revient d'ailleurs, tiens. avec Noé Bennett. Il paraît qu'il y a une ressucée de Heroes. Ouais, il paraît que ça va revenir. Ouais. C'est trop marrant ça. Tiens, quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens. Tu vois, par exemple, si Coleman, quoique à chaque fois qu'il apparaît quelque part, on m'appelle. Mais il y a des gens qui ne t'aiment pas dans le métier, tu vois, qui disent non, j'ai envie de changer. Ils font des essais, et puis voilà. Mais en général, les chaînes demandent le même, tu vois, sur Heroes, par exemple, les chaînes disent, bah non, c'est lui, et puis pas un autre. Tu as doublé aussi notre ami Marc Harmon, donc, dont on parlait tout à l'heure. Lui, ça fait depuis 13 ans. Hein. Depuis, pendant NCIS notamment. Avant NCIS, non, je ne l'avais pas doublé. Non, c'était, il y avait, comment il s'appelle, celui qui fait Simpson, Pétieux, qui l'avait fait. Oui, Philippe Pétieux, ouais. Oui, Philippe, oui. Il y en avait plein qui l'avaient fait. Eric Legrand qui l'a fait aussi. Eric, oui. Enfin, bon, plein de comédiens. Et alors, après, devant le succès d'NCIS, ils ont ressorti des vieux trucs. Et ils m'ont appelé pour faire des vieux trucs. C'est pour ça que tu dis que je l'ai fait avant. Ouais, c'est pour ça, en fait. Et c'était des vieux nanars qui ressortent parce que, bon, Marc Harmon, ça marche. Et quand il était jeune, alors qu'il m'appelait, puis je dis, mais il a 50 ans de moins que moi. Les ordinateurs. Quelqu'un qui se sert d'un ordinateur connaît que dalle au baseball. Grâce à Internet, tu pourrais consulter les rosters des équipes de lycée ou de fac. T'aurais les stats de tout joueur à tout moment. Tu serais pas forcé de perdre ton temps avec tous ces papelins. Mais je perds pas mon temps, moi j'aime travailler comme ça. Tu sais, il y a un logiciel fait pour ça maintenant qui peut calculer les stats et en fonction des matchs qu'un joueur a disputés, te dire s'il est prêt à passer au niveau supérieur et tu te rends compte. Et qu'est-ce qu'il te dit d'autre quand tu dois te gratter le cul? Hervé, j'aimerais que tu nous racontes la manière dont tu as été désigné pour incarner la voix française de Clint Eastwood au cours de l'année 1999, parce que c'est plutôt passionnant. Quand Jenny m'a appelé pour faire les essais, j'ai dit mais ça va pas, j'ai pas assez la voix qu'il faut pour Clint Eastwood quand même. Et elle m'a dit si, fais-le quand même. Bon, alors je les ai fait. Je les ai fait à 3 reprises, parce qu'ils m'ont fait faire des essais 3 fois. Et ça a été envoyé là-bas. Hein. C'est lui qui choisissait. Ah, c'est lui carrément. Ah oui, c'est lui qui a choisi avec son monteur, Joël Cox. Et donc, il m'a choisi. Bon, mon plus grand bonheur, tu vois, il a choisi. Mais je me suis dit, je suis beaucoup trop jeune pour lui, quoi. Super classe, quand même. Ah bah oui. Mais j'y croyais pas, hein, quand Jenny m'a dit ça. Bon. Et après, on me l'a répété. On m'a dit, Maud Laurie Rode, là, qui est une Américaine qui voit Eastwood souvent, elle m'a dit, effectivement, c'est lui qui t'a choisi. Voilà. Donc, j'étais très fier. Il y a de quoi. Oui. Et surtout, il s'en est occupé parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais le film La route de Madison, ou Les ponts de Madison, La route de Madison, ça avait été doublé de façon catastrophique. Et ça lui est revenu aux oreilles, bien sûr, parce qu'il aime bien la France et il fait attention. Et donc, ça lui est revenu aux oreilles et il a dit qu'il surveillerait les prochains essais, quoi. Voilà comment c'est arrivé. Et alors, le mec qui a doublé Eastwood dans La route de Madison, c'est pas de sa faute, c'était pas du tout pour lui. Comment il a pu être choisi? Je sais pas qui choisissait à l'époque. C'est Alain Doutet, tu sais, le père de Mélanie Doutet, qui est un beau comédien, mais il n'a pas du tout la voix qu'il fallait pour ça, quoi. Enfin, voilà l'histoire de Eastwood, tu vois. C'était un lourd fardeau, parce que j'avais pas la voix qu'il fallait, hein. Il y avait un autre truc aussi où j'ai ramé un peu, c'était Gladiator, où je faisais Maximus, là, le vendeur d'esclaves. Ça, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Et c'était Oliver Reed, le comédien, qui est mort pendant le tournage d'ailleurs,
Une bête, un mec énorme. Bon, et il fallait un coffre que je n'ai pas, tu vois. Mais enfin, j'ai un peu. Là, j'ai ramé un peu. Enfin, je l'ai fait quand même. Puis ça, pour. Après tout le monde, ça passe, ça va. Tu t'en es sorti. Oui, 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 oui. Et puis surtout, Marc Alphos m'a dit que c'était très bien, donc j'étais très content aussi. Parce que Marc, bon, tu le connais, Marc. Ouais, il est décédé d'ailleurs. Voilà, il est mort. Et il était très très bien là-dessus. Enfin voilà. Donc les voix de référence, pour toi c'est important donc. Oh, bah oui, quand ça colle, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi en changer, tu vois. Mais bon, même regarde pour Bruce Willis, quand Besson a voulu changer pour le cinquième élément, il a voulu changer la voix. Et il a pris Bernard Métro, qui est un très très bon comédien. Mais tout le monde avait l'habitude de Patrick là-dessus. Et tout le monde a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Du grand n'importe quoi. Et voilà pourquoi il avait pas pris Patrick, qui était très très bien là-dessus. Alors il voulait pas, je sais pas pourquoi. Je suis pas dans la tête de Besson, tu vois. Mais là, ça a été une erreur, parce que je pense que beaucoup le public français n'a pas aimé, quoi. Nous on a considéré ça un peu comme une trahison. Bah c'est ça, oui. Pourquoi? Je comprends pas. J'ai pas vu le film, hein, je te l'ai dit. Mais alors que Patrick est formidable là-dessus, pourquoi? C'est des lubies, tu vois. Il y en a certains comme ça. Bon, Luc Besson, il peut se permettre tout ce qu'il veut. Et en plus, c'est lui qui a réalisé. Donc, mais il y en a d'autres qui prennent des initiatives de ce genre. Tu veux dire que des fois, c'est les directeurs de plateau qui font des bêtises? Ah ben oui. Et puis qui sont agréés par, tu vois, ou par flemme, ou par, je sais pas, tu vois, qui disent, bah oui, ok, bon. Et puis c'est pas mieux du tout. Si c'était mieux, ça aurait été, tu vois, c'est bien, mais c'est pas mieux. Et les gens sont. Après, le risque c'est qu'après on te dise ouais, mais t'es toujours sur cette voie-là, donc si on veut te mettre sur un autre comédien, on va dire ouais, mais quand on pense à toi, on pense forcément à ce comédien-là, tu vois, il y a aussi ce côté-là. Comment ça? Attends, je comprends pas ce que tu veux dire. Quand tu es la voix de référence de quelqu'un, par exemple, Ouais. et qu'on veut t'utiliser dans un autre cadre dans un autre comédien ou je sais pas. Oui. Comme t'es rattaché à cette voix souvent. Ah bah oui. Ça peut nuire aussi, bien sûr. Ça peut te nuire en fait. Ah bah bien sûr. Oui, comme je te dis, on t'entend trop, ou alors tu es trop marqué par un rôle, trop marqué comme Paturel avec JR en son temps, avec Dallas. Tu vois, où t'es trop marqué. Mais moi, j'ai pas une voix trop marquée, je suis un peu passe-partout, tu vois. Parce que souvent, on me dit, ah ben, si tu faisais ça, ben, je t'ai pas reconnu. Ben, je dis, tant mieux. Mais tu vois, des gens comme Alain Dorval, par exemple, celui qui fait. Ah ouais. Tu vois, il peut rien faire d'autre. Parce qu'il est trop marqué. Michel Vignier, c'est pareil. Hein. Michel aussi, Alain, il peut rien faire d'autre que machin. Même Patrick Béthune pour Jack Bauer, ça l'a pas mal. Oh, Patrick, il est plus souple, hein, enfin, vocalement. Il est plus... Oui, tu le reconnais moins qu'il n'a pas une voix aussi caractéristique que vous reconnaissez beaucoup par vous. Nous, on est encore plus sensibles. Donc, non, mais je pense que la majorité des gens, tu vois, le rôle fait que, comme c'est un rôle différent, ils oublient. Peut-être qu'au début, tiens, je connais cette voix, et puis après, bon, ça va. Mais tu vois, si ça te poursuit tout le long du film, si tu te dis merde, je connais cette voix, puis clac, ça t'empêche de voir le film, quoi. Tous les comédiens que tu doubles, tous ces comédiens, ils sont un peu charismatiques, enfin leur rôle, pardon, les rôles qu'ils jouent, que ce soit Gibbs, que ce soit. Bah, ce sont des héros, hein. Ce sont des héros. Donc, ouais, mais tu peux avoir des héros qui sont pas forcément charismatiques. Ah oui, non, mais je fais que des gentils. Mais toi, on dirait que toi, tu fais des gros bonnets. Ah, je fais ou des commissaires, des gentils, des trucs. Non, tiens, pour un exemple d'un procureur. Oui, qui me changeait un peu, c'était une série qui s'appelait Scrubs. Tu l'as vu, ça? Ouais, j'ai vu, mais c'est pas trop mon style de série. Ah bah, là, j'ai pris mon pied parce que c'était un personnage tellement différent. C'était un fou furieux, un tout-bible. Je faisais le docteur Cox là-dedans. Et qui était fou, quoi. Et c'était des improvisations, on m'a dit aussi, quelquefois. Ça te changeait d'habitude, quoi. Ah ben évidemment, c'était pas le ronron d'habitude, tu vois. Et ça a été un grand plaisir. Et le fait de doubler ces personnages, de prêter ta voix à des personnages charismatiques, est-ce que ça dénote un certain charisme dans ta personnalité au quotidien? Non, aucun charisme. Non, j'ai une voix de héros, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça, quoi. Ah ben je crois, oui. On se refait pas.
tu vois, un peu grave. J'ai joué l'autorité alors que j'en ai aucune dans la vie. Tu vois, non, c'est facile, hein, c'est facile, non. C'est un autre comédien aussi, tu vois, non. Malheureusement, j'ai pas cette. J'ai j'ai la voix, c'est tout. Hein, je suis pas un héros. Ça Comme colle. dirait. Tu veux dire que ça colle pas si tant que ça avec ta personnalité? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ben là, dis donc, si ça devait coller avec ma personnalité, tous les pervers que j'ai faits aussi, hein. Si tu étais obligé de ressembler au personnage que tu joues, non. Non, c'est un métier de caméléon, quoi. Tu fais ce qu'on te dit de faire et puis tu le fais le mieux possible, c'est tout. Harold, rappelez votre équipe. Dites-leur qu'une source indique que Karakurt est à Union Station. Vous me demandez de laisser s'échapper l'homme qui a tué des agents gouvernementaux? C'est une tragédie, mais sa capture ne les ramènera pas. Et sa prochaine cible? Combien de vies doivent être sacrifiées avant que je puisse remplir ma mission? Votre mission est d'envoyer votre équipe à Union Station. Sinon, Dieu nous en préserve, c'est votre femme qui en fera les frais. Charlène est quelqu'un de charmant qui a enfreint l'Espionnage Act. Pour vous, la prison pourrait bien la détruire. Harold, laissez-le disparaître. Les enjeux nous dépassent tous les deux. Est-ce que, à l'instar de certains de tes camarades, tu considères que regarder un film en version française, c'est faire des heures sup? Non. D'être au bureau, oui, c'est une plaisanterie. Ouais. On a l'impression d'être au bureau. Non, mais je regarde jamais, hein, à vrai dire. Je regarde jamais. Comme j'achète les séries qui me plaisent en DVD, tu vois, et comme je les regarde tout en même temps, tu vois, j'attends pas une semaine pour regarder l'épisode suivant. Tu préfères faire du binge-watching? Voilà. Et donc, et j'écoute tout ça en VO. Hein. Non, c'est pas, je te dis, c'est pas le fait de se retrouver au travail, mais un petit peu quand même, parce que je te dis, tu reconnais toutes les voix. Parce que bien qu'il y ait beaucoup de monde dans ce métier-là, tu reconnais les voix principales, tu vois, bon, et ça c'est vrai que c'est un peu dérangeant. On va essayer de collaborer et vous ferez partie de mon équipe. De votre équipe. Pourquoi, c'est vous qui dirigez l'enquête? Vous avez déjà travaillé sur les lieux d'un crime, agent Todd? Je suis un agent des services secrets. Ça ne se voit pas. Arrêtez de me dévaloriser comme ça. C'est vrai, j'ai prouvé que je valais un homme. Et vous n'avez jamais eu un sentiment de vide? Quoi? Dans votre pantalon? Non. Comme certaines espèces de grenouilles, je sais grossir là où il faut. Gibbs, le pilote refuse de décoller tant que la nana des services secrets lui aura pas donné son feu vert. On dirait que c'est moi qui commande. Non, ça veut seulement dire que je vais devoir détourner Air Force One. Alors Hervé, on va parler un petit peu d'NCIS, puisque c'est une série que tu doubles depuis bientôt 13 ans, hein? Bientôt, oui. Eh ben, je voulais savoir comment est-ce que tu as eu le rôle de... Sur essai. De Gibbs. Sur essai. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas une histoire particulière, alors? Aucune particulière. Non, il n'y a pas d'anecdote croustillante, non. Non, c'est dommage. On m'a appelé un jour et on m'a dit, tiens, essaye ça. On était 3 et puis j'ai été choisi. Et à mon grand bonheur, je ne savais pas que ça allait durer 13 ans. Ouais. Et c'est très agréable à faire. Je dois dire que je suis très content d'avoir été choisi. Hein. C'était un bon coup, ça. Et l'équipe est formidable. On a eu, hélas, plusieurs directeurs de plateau, parce que avant c'était dans une boîte qui s'appelait la Sophie. Ça s'est bien stabilisé avec Laura après. Ah oui, très très bien. Et c'était une formidable fille et directrice de plateau, elle qui refait pas le film, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle est adorable, elle sait ce qu'elle fait, elle indique très très bien. Elle est très 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 agréable, très gentille, très compétente. Ça vous a rapproché en même temps Bien sûr, les différents comédiens. Chaque fin de saison avec un petit banquet, hein, comme Astérix. On se bourre la gueule soigneusement à la fin de chaque saison. Avec Xavier Fagnon, avec Adrien. Oui, Adrien et Christophe qui nous chantent des chansons et ils font les bardes d'Astérix, tu sais. Ah ouais, carrément. Ah oui. Ah non, c'est très sympa. Et d'ailleurs, il va falloir en faire une parce qu'on n'a pas pu la faire là. Parce que personne n'était là. Donc, à la fin de la saison 12. Ça va être, non, oui, à la saison 12, à la fin de la saison 12, en septembre, on va faire ça. Ah, vous allez vous rattraper. Voilà. Donc ce personnage-là, Gibbs, au fur et à mesure de toutes ces années, qu'est-ce que tu as appris, si tu as appris quelque chose?
de ce personnage? Oh, il est d'un seul bloc, hein, le monsieur. C'est pas, Ah oui, il y a pas de subtilité non plus. lui Hein, il tire et après il parle. c'est pas du Marguerite Duras. Hein. C'est drôle parce que ce sont des clichés, tu vois, mais c'est bien foutu, c'est marrant. Bon, personnage dur, mais au fond avec un cœur d'or, tu vois, ce genre de personnage très, très, très enfin, caractéristique, le héros au grand cœur, quoi. En même temps, la vie, elle lui a pas fait de cadeau. Oui, oui. Alors il y a certaines fois, oui, on comprend qu'il a été blessé évidemment parce que sa femme est morte, ses filles, etc. Oui, il y a des petits épisodes comme ça, mais non, la plupart du temps, c'est prenez vos affaires, un mari de mort, allez, hop. Ouais, c'est ça. Et tu Ouais. sais, à chaque début d'épisode, j'avais dit mais vous l'avez déjà cette réplique-là, prenez vos affaires, un mari de mort, allez, Ouais. bon, on change l'endroit, et puis c'est tout. Ouais. Non, mais c'est marrant à faire parce que ce sont des clichés, mais c'est des clichés revendiqués comme tels et puis très bien foutus, quoi, très bien tournés. Et puis maintenant, comme la série marche très bien, ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Il faut faire quelque chose. Je sais pas, vous auriez pas un cadavre à lui confier? Bah, c'est-à-dire que ça se trouve pas sur commande. Prenez vos affaires. Un officier tué à Falls Church. Oh, enfin. Désolée, je retire ce que je viens de dire, c'est affreux. Un souvenir, qui soit bon ou mauvais, à nous raconter par rapport au doublage de cette série, puisque ça fait 13 ans, presque. Il doit y avoir des choses qui... Une anecdote croustillante. Oui, Gibbs devait gueuler dans un moment un peu fort et j'ai perdu ma dent. Tu sais, j'avais une couronne jaquette dedans devant et clac, ma dent a sauté. Alors après, Gibbs zozotait, tu vois. Et c'était un peu gênant. Du coup, ouais. C'était un peu gênant. Alors j'étais aux toilettes et puis j'ai remis ma dent. C'était Titi qui avait pris la place de Gibbs. Et dommage, on l'a pas eu, nous. Voilà, c'est une anecdote marrante et tout le monde s'est bien foutu de ma gueule. Ça a été très sympa. Tu m'étonnes. Sinon, oui, non, on se moque de moi sans arrêt puisque il m'appelle Dieu en plus. Alors, Ouais, donc, mais justement, raconte-nous cette histoire de Dieu, là, c'est quoi ça? parce que dans une réplique, comme il sait tout, Gibbs, hein, il sait tout, il voit tout, etc. Et il y a un moment où il dit, je sais plus dans les premières saisons, il dit appelez-moi Dieu, tout simplement. Tu vois. Et c'est resté. Et alors, c'est resté pour moi aussi. Voilà. Maintenant, on m'appelle Dieu avec un plaisir non dissimulé, en se foutant soigneusement de ma gueule. Et surtout quand Laura a dit Dieu sur le plateau. Oui, voilà. Et ça fait rire tout le monde, mais au début, je me levais, tu vois, je me levais en catimini. En fait, j'essayais de me montrer le plus humble possible, le plus discret possible, mais ça se voyait quand même. Donc maintenant, j'assume et je dis Dieu, c'est moi. Ça donne quoi? D'après sa colocataire, Amber faisait des petits boulots pour joindre les deux bouts. C'est peut-être comme ça qu'elle a rencontré le suspect. Garcia, dresse la liste des petits boulots qu'Amber a fait ces derniers mois et regarde aussi les chèques qui lui auraient été remis par des particuliers. Merci. Notre homme suit ses victimes. Il connaît leurs habitudes. Il a l'occasion de les agresser chaque fois qu'elles sont seules, même dans leur voiture. Mais il choisit de les agresser dans leur appartement. Et il attend qu'elles verrouillent les portes avant de passer à l'action. Il veut qu'elles se sentent en sécurité avant de les surprendre. Il veut les rendre impuissantes dans leur propre intimité. Il leur inflige une torture physique et psychologique. Dans tous les acteurs auxquels t'as prêté ta voix, est-ce que t'en as rencontré certains ou pas? Jamais, et je veux pas. Ah ouais? Je veux pas non plus. Pourquoi tu veux pas? Parce que non, tu t'imagines, moi, en face d'Eastwood, là, qu'est-ce que je vais lui dire? D'abord, il fait 2 mètres, il fait 1m70, je le regarderai avec un petit tabouret, tu vois, je lui dirais très très bien, j'aime beaucoup ce que vous faites. Non, mais attends, le ridicule, non. Mais non. Non. Attends, mais si un acteur il veut te rencontrer, tu vas pas lui dire non quand même. John Nettles, le gars de Barnaby, il m'a vraiment fait des compliments. Alors, et puis ça s'est pas fait. Moi, je l'aurais bien rencontré. Lui. Donc tu vois. Je suis moins impressionné par John Nettles que Clint Eastwood. Tu vois. Faut pas dire que t'en as aucun que t'as envie de voir. Non, mais je l'ai pas vu non plus, John Nettles. Tu vois, j'ai rien fait pour le voir. Mais il m'a fait tellement de compliments. Il a dit qu'il me devait beaucoup et qu'il devrait me donner une partie de son argent. Tu vois, de ses cachets. Eh ben, c'est mignon ça. Que j'attends toujours.
Ouais, ça doit être de la communication, ça. Il a dit que je le rendais, oui, il a dit que pour un flic anglais, je le rendais encore plus british que british, tout en restant français, et que je le rendais intelligent et profond. Ouais, ben. Que d'éloges. Ah, ça, je dois dire que j'étais très flatté aussi, oui. Ouais. Et il a vu la version française parce qu'il a une fille qui habite en France, dans le Cotentin. Donc il avait vu ça à la télé, il était très content. C'est sa fille qui a dû l'en parler, du coup. Bah oui, il a dû voir ça à la télé. Ouais. Mais lui, je te dis, ça fait longtemps, parce que je l'ai connu, il était tout jeune dans Bergerac, moi aussi j'étais jeune. Donc voilà. Donc c'est lui, je crois que c'est celui que j'ai doublé. D'autant plus que tu nous as dit tout à l'heure que c'était ton vrai premier rôle, quoi. Voilà, le vrai gros truc, quoi. Tout un symbole. Ouais. En parlant de rôle que j'ai bien aimé aussi, c'est le diable, puisqu'on m'appelle Dieu. J'ai fait le diable. Comment il s'appelle? Ray Wise, un acteur. Tu vois qui c'est? Ça me dit rien, ça. Ça te dit rien? Non. Tu le verrais, Faut que tu le verrais, je crois. Non, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète. Con. Je t'ai dit, les abus de langage, on les utilise aussi, nous. Oui, bien sûr. Oui, non, il a tourné. Attends, il a fait de Twin Peaks. Il faisait le papa de l'héroïne. Il a fait des petits trucs, tu vois, mais il est marquant celui-là. Et dans une série qui a hélas pas marché, il faisait le diable. Et c'est la légende de Faust revisitée, tu vois. Et c'était très drôle à faire. Vous pensez sincèrement que quelqu'un essaie de me tuer? Nous n'en sommes pas sûrs, monsieur Stagg, mais des tireurs ont perturbé votre cérémonie. Et votre chef de la sécurité a été retrouvé mort ce matin. Je ne suis qu'un scientifique et un philanthrope, messieurs. Nous sommes rarement la cible des assassins. Mais vous oubliez qu'il y a au moins 20 procès en cours contre vous. Oui. C'est l'une des tristes réalités de la vie, lieutenant, mais quand vous avez beaucoup d'argent, pas mal de gens se croient en droit de vous en prendre. Alors quand tu fais pas de doublage, qu'est-ce que tu fais? Oh merde. Non, je lis beaucoup. J'ai un vidéoprojecteur et je me projette des films comme au cinéma. Tu vois, ça c'est mon hobby. Je regarde pas ça rejoint un peu ta passion, ton boulot un peu. Oui, ça rejoint mon boulot, mais c'est pas une télé, tu vois, c'est différent. C'était un grand écran. J'ai l'impression d'être au cinéma. Et là, tu la regardes en VO. Évidemment. Évidemment. Ouais. Non, ça, toutes les séries et tous les films, je les regarde en VO. Donc la lecture et les cinémas, c'était quand tu fais pas de doublage, tu fais ça alors? Quand je fais pas de doublage la journée, parce que le cinéma, je me le fais le soir. Hein. Tu vois, j'ai pas une salle dédiée à ça, donc je me le fais le soir. Sinon, je lis, et puis, qu'est-ce que je fais? Bon, quelquefois, je vais dans les expos, quoi, le truc classique, quoi. Ouais. Et puis, je vois des amis, tu vois. Ouais, parce que t'as certains comédiens, ils sont passionnés d'un truc en particulier, alors... Écoute, j'ai pas de passion particulière. J'en avais une, mais c'est la plongée sous-marine. Mais je peux pas le faire à Paris. Tu vois, là. Tu vas faire ça à Paris-Plage. Voilà, Paris-Plage, tu vois, au bord de la Seine pour aller ramasser les capotes au fond de l'eau. Non, sinon, j'ai pas de passion dévorante en dehors de mon métier. Il y en a certains, c'est le chant, tu vois. Non. J'aurais bien aimé, tu vois, j'aurais bien aimé jouer du piano. Ah. Comme disait, j'aurais donné un bras pour jouer du piano. Mais ça aurait été difficile. Non, parce que j'adore le piano. Classique. Hein. Ouais. Je suis un fan de musique classique aussi. Ouais. Je ne vais pas me qualifier de mélomane, mais j'adore la musique classique, principalement. Et donc, toi qui tu me disais que tu ne fais pas d'interview, que tu n'aimes pas, pourquoi est-ce que tu as accepté celle-ci? J'ai envie d'aider, quoi. J'ai envie de... Bon, c'est ton côté altruiste. Voilà, c'est mon côté altruiste. Bon compte, tu vois, parce que c'est pas un effort terrible. Hein. Non, mais je sais pas, c'est parce que t'es... Non, mais comme tu sais, la première fois qu'on m'a appelé, c'était au début de l'année. Tout à fait. Une adorable demoiselle, d'ailleurs, qui, je pense, se reconnaîtra au passage. Une fille, là-bas. Ouais. Comme je partais au Vietnam, j'ai dit, OK, qui me rappelle, et pas de problème, parce que c'est toi, et voilà. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire. C'est trop mignon. Hervé, je te remercie d'avoir accepté cette interview, et puis... au plaisir de t'entendre à nouveau dans NCIS ou dans une autre série, évidemment. Bah écoute, je me le souhaite, et je te le souhaite aussi. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.
Ainsi s'achève ce 7e épisode de notre série Au cœur du doublage. Peut-être à bientôt pour un nouvel épisode.